Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous accueillir pour cet après-midi et très heureux de partager cet après-midi avec deux grandes figures de la thérapie familiale, docteur Serge Effez et docteur Catherine Ducomin-Nagy. On va commencer par Serge Effez. Qu'on ne présente plus, mais mon rôle est malgré tout de le présenter. Donc Serge Effez, vous êtes psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille. Vous dirigez l'unité de thérapie familiale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où vous avez accueilli très tôt, dans cette période d'appel au djihad, des jeunes radicalisés, dans cette approche de thérapie familiale qui vous est chère et dont vous avez témoigné dans plusieurs articles et dans un ouvrage que vous avez coécrit avec Dounia Bouzard, un ouvrage passionnant qui s'appelle Je rêvais d'un autre monde, l'adolescence sous l'emprise de Daesh, qui, je le signale, a été réédité en format poche. Là, on va vous donner la parole pour environ 1 heure sur le thème emprise familiale, emprise sectaire. Et on aura ensuite donc un quart d'heure, 20 minutes de temps pour des questions. La parole est à vous, Serge Effez. Alors j'écoutais ce matin l'intervention de Nora et je suis bien évidemment totalement en accord avec ce qu'elle a pu vous dire. Je vais essayer peut-être de pas redire les mêmes choses qu'elle parce que je pense que sa clinique et la nôtre sont très très proches. Il y a 2 points qu'elle a soulevés et sur lesquels je vais peut-être essayer de rebondir aussi. C'est d'une part la question ou plutôt ça a été posé dans une question qui lui a été posée à la fin et ça disait les choses assez clairement, c'est-à-dire au fond, comment est-ce qu'on différencie radicalité et radicalisation ? Et ça me paraît extrêmement important dans la clinique qu'on a avec ces jeunes parce que c'est source de beaucoup d'interrogations pour nous. On reçoit énormément de jeunes filles, de jeunes gens qui se convertissent ou même qui s'adonnent, si je peux dire, à un islam beaucoup plus rigoriste que celui qui était de mise dans leur famille et dans leur tradition, qui ont un discours salafiste, qui ont un discours extrêmement rigoriste, mais qui n'ont pas un discours radicalisé à proprement parler. C'est-à-dire, ce n'est pas des jeunes qui ont envie d'aller commettre des attentats, ce n'est pas des jeunes qui auraient eu envie d'aller s'engager auprès de l'État islamique, mais il n'en demeure pas moins que cette adoption d'un discours plus radical fait symptôme, et fait symptôme dans leur famille, et alerte leur famille, surtout lorsqu'il s'agit de conversion, mais pas seulement, aussi dans les familles musulmanes, cette pratique extrêmement rigoriste de la religion pose question à beaucoup de familles. Et je dirais que la majorité des familles qui nous sont adressées à notre consultation, via la préfecture notamment, puisque c'est eux qui sont les pourvoyeurs de demandes, sont des familles dans lesquelles il y a émergence d'une extrêmement radicale, rigoriste, salafiste, appelons-la comme on veut, de la religion musulmane, sans qu'il s'agisse de terrorisme. Et c'est une vraie question éthique pour nous en permanence de savoir de quoi on parle et qu'est-ce qu'on traite. Alors c'est vrai que la thérapie familiale offre cet avantage de recevoir ces jeunes dans leur cadre familial, de parler de ce qui fait symptôme dans la famille et de parler d'une crise familiale qui est aussi une crise de valeurs, qui est aussi une crise éthique à l'intérieur de la famille. Au fond, quel que soit le bien fondé de ce qui la bouscule, et que ça permet aussi, autour de la question religieuse, de ne pas être trop dans quelque chose d'approfondi autour du thème religieux lui-même, mais autour du thème radical, c'est-à-dire jusqu'à quel point
la radicalisation du discours est une radicalisation qui nous apparaît comme dangereuse. Le point central, me semble-t-il, de cette réflexion et que nous avons tous à avoir par rapport à ces familles, et c'est celle que effectivement on a développée avec Dounia dans notre livre, hein, dont le sous-titre est l'adolescence sous l'emprise de Daesh, c'est la question de l'emprise. C'est-à-dire, c'est la question de la liberté de penser, de la liberté de jugement, de la liberté de critique par rapport à ce qui nous entoure. Et c'est cette question de l'emprise qui, pour nous, a été centrale dans la clinique avec les familles qu'on a reçues au cours de ces dernières années. Un petit peu d'histoire. Ma rencontre avec ces familles, ça commence en 2014. J'avais jamais entendu parler de radicalisation, je m'étais pas beaucoup intéressé à la question de Daesh, de l'État islamique, d'Al-Qaïda. À l'époque, d'ailleurs, c'était plutôt Al-Qaïda dont il s'agissait, Al-Nusra, Al-Qaïda, que l'État islamique à proprement parler. Et Dounia Bouzar est venue me tirer par la manche parce qu'on se connaissait et qu'elle s'intéressait depuis quelque temps à ces questions et qu'elle avait vu arriver de plus en plus de familles extrêmement alertées par cette pratique tout à fait nouvelle et tout à fait radicale de la religion, avec des jeunes qui leur paraissaient de plus en plus étrangers à la famille, de plus en plus en prise justement par un discours venu d'ailleurs. Et, cette rupture avec la famille, avec les valeurs, avec l'histoire de la famille, était ce qui posait question, ce qui posait problème. Et ce qui nous a frappé dans toutes ces premières familles qu'on a reçues, c'était la diversité des familles auxquelles on avait affaire. Il y avait des familles des beaux quartiers, il y avait des familles d'intellectuels, il y avait des familles de médecins, il y avait des familles de banlieue, il y avait des familles arabes, il y avait des familles d'origine arabe, des familles d'origine occidentale, etc. Il y avait donc des familles pour lesquelles la religion musulmane était déjà présente, d'autres familles pour lesquelles la religion musulmane n'avait rien à voir. Il y avait des familles, il y avait des filles, il y avait des garçons, beaucoup de filles. Il y avait beaucoup de filles qui tout à coup apparaissaient dans leur famille en gilbeb, alors que évidemment des familles qui tombaient du placard en voyant leurs filles dans cette tenue vestimentaire. Bref, il y avait un grand bouleversement et surtout une grande diversité. Et on a commencé à se demander, mais quel est le trait d'union entre tous ces jeunes gens qui ont des histoires différentes, des origines différentes, des parcours différents, des niveaux d'études, des niveaux intellectuels extrêmement différents. Qu'est-ce qui fait que tous ces jeunes gens, aussi différents les uns des autres, au moment où nous les recevons en thérapie, eh bien, ils nous apparaissent tous pareils. Comme s'il y avait quelque chose qui avait abrasé leurs racines, leur histoire, leur parcours, leurs liens familiaux, leurs relations familiales, pour créer des espèces de clones qui tenaient tous les mêmes discours et qui avaient tous les mêmes attitudes. Comment est-ce qu'il est possible de transformer des jeunes aussi différents en des jeunes qui deviennent aussi identiques? Alors, pour revenir à l'histoire, il y a un monsieur qui nous a beaucoup aidé à l'époque et qui était gendarme et dont le fils s'était radicalisé. Et donc, il avait réussi, parce qu'il était très doué en informatique, à rentrer dans les arcanes des recrutements djihadistes. Et on a pu étudier ces discours de recrutement. Et on s'est rendu compte que, eh bien, en fait, les discours de recrutement étaient extrêmement variés. C'est-à-dire que les recruteurs de Daesh ne s'adressaient pas à tous les jeunes de la même façon. Qu'ils avaient d'abord un sens psychologique extrêmement
aigu, extrêmement fin, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à repérer chez des jeunes très 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 différents quel pouvait être le point d'ancrage pour rentrer dans le discours radical, pour rentrer dans cette dépersonnalisation, c'est-à-dire comment exercer leur emprise spécifiquement sur ces jeunes pour toucher chez eux leurs besoins d'emprise, leurs pulsions d'emprise, on pourrait dire les choses comme ça. Et on a vu à ce moment-là que effectivement, on pouvait aller titiller chez des jeunes filles un côté un peu Mère Teresa, d'aller sauver le monde, d'être celle qui allait sauver les enfants martyrisés par Bachar el-Assad, qu'on pouvait titiller chez des jeunes gens un idéal blessé, dans une vision beaucoup plus post-coloniale des choses, ou dans quelque chose qui avait beaucoup plus à voir avec une démarcation par rapport à entre le colonialisme et l'Occident, donc quelque chose qui était beaucoup plus spécifique dans l'histoire de ces familles-là, ou chez d'autres jeunes avec une appétence beaucoup plus délinquante, beaucoup plus meurtrière même, le fait de devenir des soldats, des mercenaires qui allaient devenir tout puissants. Donc toutes ces portes d'entrée extrêmement différentes, eh bien, elles avaient été théorisées d'une certaine façon par les recruteurs qui savaient s'adresser à ces jeunes. Et puis, en 2016, eh bien, la préfecture nous a mandaté, mon équipe de thérapie familiale à la Salpêtrière, pour effectivement recevoir les jeunes qui leur étaient signalés, soit par le numéro vert, soit par les services de police directement, et on a vu arriver ces familles à notre consultation. Donc le même type de famille, des familles extrêmement différentes les unes des autres, de par leur histoire, de par leur culture, de par leur niveau social. Et au bout d'un temps, on s'est aperçu, enfin il y a une chose qui nous est aperçue évidente, c'est que ce qui pouvait rassembler toutes ces familles, eh bien, c'est la question de l'emprise. C'est-à-dire, c'était des familles et des patients, si on peut les appeler comme ça, qui avaient toutes quelque chose à voir et à découdre avec cette question de l'emprise dans les liens familiaux d'aujourd'hui et ou dans l'histoire de cette famille. Alors, c'est un peu compliqué de définir très exactement ce qu'est l'emprise. Il y en a des définitions extrêmement multiples. Moi, je retiendrai la plus simple. Hein. C'est lorsque... Alors, on peut être sous l'emprise d'une personne qui exerce sur vous par l'intermédiaire du discours ou par l'intermédiaire des affects, qui exerce sur vous une pression telle que vous perdez vos capacités de jugement, perdez vos capacités de discernement, et que vous êtes entièrement voué à cette personne, mais l'emprise peut être réciproque, comme c'est le cas dans la passion amoureuse la plus banale, hein, lorsque deux sujets follement amoureux l'un de l'autre hein, au moment d'une rencontre sont sous l'empire, comme on dit, sous l'emprise de la passion, et s'adonnent totalement l'un à l'autre en se coupant totalement du reste du monde. Ça peut être un groupe qui est sous emprise et qui va être sous l'emprise d'un leader, comme dans une secte par exemple, d'un gourou tout-puissant qui va édicter la vérité, ou une famille, un groupe qui est sous l'emprise d'une histoire traumatique qui est tellement traumatisante que la famille devient une famille totalement sectaire d'une certaine façon, totalement close sur elle-même, totalement repliée sur son histoire et sur ses valeurs, ce que j'avais beaucoup connu avec les familles, les deuxième ou troisième générations de la Shoah, par exemple. C'est-à-dire que le traumatisme de la déportation, de la Shoah et des pertes multiples à l'intérieur de cette famille a été tellement vif qu'une ou deux générations plus tard, on retrouvait dans la famille une emprise de l'histoire, mais une emprise totalement inconsciente d'une histoire qui ne pouvait pas se métaboliser, qui ne pouvait pas se transférer, disons, et donc une famille totalement repliée sur elle-même. Et dans ces familles sous emprise, on retrouve ce dont Nora a parlé ce matin, c'est-à-dire la question de l'incestualité, c'est-à-dire la question de lien
extrêmement fort, extrêmement puissant, parfois même très érotisé à l'intérieur de la famille, sans qu'il y ait à proprement parler d'inceste, mais qui fait que c'est l'intérieur qui prévaut sur l'extérieur, que ce sont les valeurs internes qui prévalent sur les valeurs externes. Et donc, dans toutes ces familles, eh bien, la question de l'emprise était présente. Soit l'emprise d'un parent sur un jeune, sur un adolescent, c'est-à-dire qu'un parent pour qui l'adolescent est comme un médicament, un antidépresseur, un anxiolytique, mais enfin qui s'agrippe à ce jeune au point que ce jeune n'a plus l'espace de liberté au moment de l'adolescence de pouvoir prendre une distance par rapport à sa famille, soit une famille tout entière sous emprise, et donc cette emprise familiale s'exerce préférentiellement sur un des membres de la famille, qu'on appelle, comme vous le savez, en thérapie familiale, couramment le patient désigné, mais donc s'exerce sur lui, et qu'au moment de l'adolescence, ce jeune n'arrive pas à se désaffilier des valeurs de sa famille pour s'affilier aux valeurs d'autres groupes, et notamment des groupes adolescents. Et donc, c'est comme si ces jeunes allaient chercher une emprise externe qui soit à la mesure de l'emprise qu'ils vivent à l'intérieur de leur famille pour pouvoir se dégager de la famille. Et c'est exactement ce que leur offre le discours radical, l'objet radical. C'est quelque chose qui leur permet de sortir très brutalement de leur famille avec cet espoir de pouvoir créer leur propre chemin et s'engager dans leur propre destin. Mais ce qu'ils ne voient pas à ce moment-là, c'est qu'au fond, ils s'affilient à une emprise beaucoup plus pernicieuse et beaucoup plus forte que celle qui était dans leur famille, mais ils s'y affilient d'autant plus rapidement et d'autant plus volontiers que la sensation d'emprise est quelque chose qui leur est extrêmement familier. On s'est beaucoup demandé qu'est-ce qui fait que, par exemple, cette telle jeune fille qui est en terminale ou qui est en première année de faculté, qui a des capacités intellectuelles extrêmement développées, qui est tout à fait brillante, qu'est-ce qui fait qu'elle peut s'affilier à un discours aussi répétitif, aussi pauvre, aussi stéréotypé qu'est le discours radical? Comment est-ce que ça peut opérer en elle? C'est-à-dire comment est-ce que toutes ces défenses intellectuelles ne peuvent pas aller à l'encontre de ce discours-là? Eh bien, c'est parce que la sensation d'emprise est quelque chose qui lui est beaucoup plus familier que le discours intellectuel. Et que donc, c'est à partir de cette, je dirais presque cet habitus corporel de l'emprise qu'elle a vécu dans sa famille, comme dans une situation que je vais pouvoir détailler un peu avec vous, c'est à partir de cela qu'elle va, avec une étonnante facilité, entrer dans ce discours parallèle, sectaire, violent, même meurtrier, pour pouvoir se dégager de cette emprise familiale. Avec Dounia Bouzard, on a dégagé deux pôles à la question de l'embrigadement. Et il y a deux aspects à l'embrigadement. Il y a d'une part l'embrigadement idéologique et d'autre part l'embrigadement relationnel. On s'est beaucoup penché sur l'embrigadement idéologique, c'est-à-dire sur l'analyse des discours. Qu'est-ce que dans le discours islamiste radical, qu'est-ce qu'il contient finalement? Comment est-ce qu'on peut le décortiquer? Comment est-ce qu'on peut le retourner? Comment est-ce qu'on peut y discerner tout ce qui est de l'ordre de faux discours, de théories du complot, etc., complotistes, qui retournent complètement le cerveau des jeunes. Bon, ça, c'est un aspect des choses qui est évidemment important. Mais on méconnaît l'importance de l'embrigadement relationnel. C'est-à-dire que tous ces jeunes qu'on a vus s'embrigader, ce qui était beaucoup plus important pour eux que la teneur du discours, à proprement parler, c'était cet embrigadement relationnel, c'est-à-dire c'était rentrer dans le groupe radicalisé. C'était sortir du groupe familial pour rentrer dans le groupe radicalisé et s'affilier à ce groupe. Et c'est en ce sens que ça a beaucoup d'analogies, même si Daesh n'est pas une secte à proprement parler, mais ça a beaucoup d'analogies avec
l'embrigadement sectaire, au sens où rentrer dans une secte, c'est rentrer dans une espèce de folie partagée, de paranoïa groupale, qui est que la seule vérité est celle du groupe et des relations à l'intérieur du groupe. Et que c'est une espèce de renaissance. On meurt pour son groupe habituel, d'amis, de copains, de sport, de musique et son groupe familial. On détruit psychiquement tous ces groupes d'appartenance pour ne faire renaître qu'un seul groupe, qui est le groupe radical. Et c'est la qualité de cet embrigadement relationnel qui prévaut chez la plupart de ces jeunes et qui est, à notre sens, le plus difficile à retourner, c'est-à-dire. Et c'est en ce sens aussi que la thérapie familiale qu'on pratiquait, qui était une thérapie familiale extrêmement élargie, dans la famille, plus on était de monde en séance, plus on était content, les grands-parents, les oncles, les tantes, les collatéraux, etc. C'est-à-dire recréer finalement un groupe d'appartenance qui était le groupe de l'histoire de ce jeune, pour que la force de ce groupe puisse le sortir de cet autre groupe dans lequel il était rentré. Alors parfois c'est un groupe réel, mais bien souvent c'est un groupe virtuel. Mais on aurait tort de méconnaître la puissance d'attachement des groupes virtuels, qui est largement aussi puissante que celle des groupes réels. L'autre jour, j'avais une adolescente, alors c'est un petit aparté, ça n'avait rien à voir avec la radicalité, mais enfin, j'avais une adolescente en consultation de 14-15 ans, et elle me raconte une histoire de groupe, et une histoire amoureuse, avec ses copains. Elle me dit, voilà, Marie était amoureuse de Jean, mais Pauline aussi, et donc Pauline a fait un sale coup à Marie, elle lui a piqué Jean, etc. Et Marie était tellement furieuse qu'elle elle en a parlé avec une telle, etc. Et puis un autre à ce moment-là a trahi le secret, on a parlé à machin. Bref, elle raconte un pataquès adolescent qui nous est très familier, où j'entendais, je percevais à travers tout ce qu'elle... Je voyais ce groupe en train de se fricoter, de s'allier, de se faire des baisers, de se fâcher, de se téléphoner. Je visualisais charnellement, à travers ce qu'elle me racontait, tout ce groupe comme une classe à l'école ou quelque chose comme ça. Et il m'a fallu un petit moment pour comprendre que ce groupe, eh bien, il y en avait un qui était à Saint-Étienne, un qui était à Lyon, un qui était à Marseille, un qui était à Paris, et qui ne s'étaient jamais rencontrés. Mais la puissance groupale était là. Ça a été une petite sidération pour moi de réaliser qu'aujourd'hui, faire groupe, eh ben, ce n'était pas forcément se toucher et s'embrasser, ça pouvait être faire groupe uniquement virtuellement, et que ces jeunes qui ont adhéré à cet embrigadement relationnel, eh bien, pour la plupart, ils faisaient groupe. On l'a vu avec les 3 jeunes filles là, de Notre-Dame, vous savez, qui étaient parties avec une bonbonne de gaz dans le coffre de leur voiture pour aller faire sauter Notre-Dame, avec tout ça autour d'une jeune fille qui s'appelait Inès, qui était mineure encore à l'époque. Eh bien, ces 3 jeunes femmes ne s'étaient jamais rencontrées avant de se retrouver dans cette voiture devant Notre-Dame. Elles ne se connaissaient pas, mais elles avaient créé un lien tellement intense sur Internet qu'elles étaient devenues ma sœur, etc. Et qu'une de ces femmes qui était mariée et qui avait 2 enfants avait abandonné mari et enfants pour se consacrer à cette union groupale. Donc, c'est des liens qui peuvent être extrêmement forts. Peut-être ça serait plus opportun, enfin, j'ai l'impression que vous avez eu pas mal de vignettes cliniques, mais que je vous raconte brièvement 1 ou 2 histoires de familles qu'on a suivies en thérapie pour mesurer l'importance de cette emprise groupale, et surtout le travail qu'on peut faire pour essayer de sortir de cette emprise. Une jeune fille, je reprends un petit peu l'histoire, c'est une des premières jeunes filles dont j'ai eu à m'occuper. Je crois que c'est la première famille que j'ai rencontrée autour de cette jeune fille, Pauline, qui avait été arrêtée au moment où elle devait partir pour la Turquie pour rejoindre la Syrie avec un faux passeport.
et qui avait été arrêtée à l'aéroport au moment où elle allait quitter le territoire. Donc vous voyez que c'était une jeune fille qui était déjà très, très engagée dans, dans sa radicalité et dans sa volonté de rupture. Donc, elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Elle a une sœur qui a 2 ans de moins qu'elle et un frère qui a 5 ans de moins qu'elle. Les 2 parents sont tous les 2 enseignants, ils sont laïcs, ils sont très ouverts et très aimants vis-à-vis de leurs enfants. Cette fille aînée, Pauline, leur donne, en grandissant, une très grande satisfaction. Elle est vive, elle est brillante, elle a 1 an d'avance, elle est très gaie, elle est très proche de son père. Et ce père est passionné par l'histoire des religions. Mais c'est un scientifique, c'est un mathématicien. Donc ce qui l'intéresse dans les religions, c'est de montrer l'inanité des croyances. C'est de lui montrer que ce qui est important, c'est d'avoir une pensée extrêmement rigoureuse, extrêmement cartésienne, et il prend souvent sa fille sur ses genoux pour lui montrer, à travers toutes ses lectures, que la religion, c'est vraiment une grosse bêtise et que ça repose sur tout un tas de prémices extrêmement faux. À 14 ans, Pauline, c'est une adolescente extrêmement exaltée, elle est animée par des désirs humanitaires grandioses, elle se voit en Mère Teresa, elle exprime son intention de devenir médecin pour sauver ceux qui souffrent à travers le monde. Et c'est à travers ces rêves humanitaires que via Internet, elle se met en connexion avec d'autres jeunes qui partagent un peu les mêmes rêves qu'elle. C'est-à-dire, elle va poster par exemple oh, vraiment, je ne m'entends pas avec mes camarades de classe, je les trouve tellement futiles, elles pensent qu'à s'habiller, à draguer, elles n'ont aucune valeur, elles n'ont aucun engagement dans le monde, etc. Et petit à petit, eh bien, elle rentre en relation avec tout un tas de gens qui lui disent à quel point la foi musulmane, eh bien, ça permet de transcender beaucoup de choses, ça permet de transcender les doutes, ça permet de trouver des vraies valeurs et des valeurs beaucoup plus grandes que soi-même. Ça permet en plus, petit à petit, ça permet un engagement et un engagement humanitaire qui est de se rendre dans cette terre où tout le monde partage les mêmes valeurs, où tout le monde est purifié et où on va sauver les enfants qui sont massacrés, etc., etc. Donc petit à petit, elle rentre dans cette logique et elle rentre d'autant plus dans cette logique qu'elle parle de plus en plus avec un homme que évidemment elle ne rencontre pas et qui est en Syrie et dont elle tombe éperdument amoureuse. Et cet homme lui promet le mariage et lui promet de l'épouser et de fonder avec elle une famille totalement heureuse dès qu'elle l'aura rejoint, là-bas. Donc tout ça se fait en quelques mois. Cet embrigadement se fait en quelques mois, commence donc par une conversion religieuse assez simple qui inquiète évidemment beaucoup ses parents par la question de la prière 5 fois par jour, la question de la nourriture, la question de l'alcool, la question des représentations humaines, des figures humaines au foyer. Donc l'ambiance familiale devient de plus en plus violente. Ça devient un maelstrom les parents ne reconnaissent plus Pauline, elle est totalement différente de ce qu'elle était auparavant, elle est plus cette jeune fille gaie, insouciante, etc., qu'ils ont connue. Les disputes deviennent de plus en plus violentes, et donc c'est un véritable cercle vicieux, comme on voit la plupart des cas dans les familles, c'est-à-dire que plus les choses sont violentes et plus elle se sent rejetée par ses parents, plus elle s'affilie à ce groupe radical et plus cet homme en Syrie devient important pour elle. Et puis, un jour, elle ne rentre pas de l'école à l'heure où elle doit rentrer. Et à ce moment-là, le père fouille ses affaires, découvre un gilbeb caché sous le lit de sa fille, découvre en fouillant son ordinateur le profil d'une inconnue voilée avec une arme à la main dans laquelle il a beaucoup de mal évidemment à reconnaître Pauline. Et à ce moment-là, il reçoit un coup de téléphone de la police qui a arrêté sa fille au moment où elle allait s'embarquer pour la Turquie.
Et c'est à ce moment-là qu'on commence à recevoir cette famille et à travailler avec eux. Alors, ce qui nous apparaît assez vite dans ce travail familial, c'est cette position centrale de Pauline, cette position de patient désigné dans la famille que Pauline occupait bien avant son histoire de conversion. C'est-à-dire, pour dire brièvement, si on reprend l'histoire de cette famille, eh bien, la mère a une histoire assez tragique, puisque sa mère meurt quand elle a 8 ans, meurt d'un cancer fulgurant quand elle a 8 ans, donc elle est dans le deuil de cette mère. Elle est fille unique, son père sombre dans l'alcoolisme et dans la dépression et dans la mélancolie, donc elle est vraiment livrée à elle-même et devant plus s'occuper comme elle peut de ce père qui est à la dérive, et elle est donc elle-même dans une très très grande difficulté au moment de son adolescence, ce qui ne l'empêche pas de faire des études et de s'inscrire à la fac pour se consacrer à l'enseignement. Le père, lui, il a une adolescence moins tragique, mais un petit peu bizarre, au sens où c'est un adolescent qu'on qualifierait sans doute aujourd'hui de spectre autistique, même si ça n'avait pas été fait à l'époque. Il est extrêmement brillant en mathématiques, il est extrêmement solitaire, il n'a aucun ami, il passe ses journées sur Internet, c'est un geek avant l'heure, hein, dès l'arrivée de l'informatique, et son seul lien au monde, c'est sa sœur aînée, qui essaye de l'entraîner à l'extérieur, de lui présenter ses amis, de l'emmener à des surprises parties quand elle peut pour qu'il rencontre un petit peu de monde. Donc c'est elle qui est son lien avec la vie un petit peu et avec le monde relationnel. Et donc ce garçon, ce jeune homme et cette jeune femme, les parents de Pauline, se rencontrent à la fac et tombent passionnément amoureux l'un de l'autre et fondent un couple un peu, voilà, très fusionnel, très replié sur lui-même. D'une certaine façon, la mère prend la place qu'occupait sa sœur aînée, en étant, elle, son lien un peu avec le monde extérieur et avec les relations sociales. Lui, il est tellement fou d'elle, amoureux d'elle, il y a qu'elle qui compte pour lui, que évidemment ça rassure sa dimension mélancolique, qui est qu'elle peut être abandonnée à tout moment par la perte de l'autre. Bref, et Pauline naît assez rapidement de ce couple-là, et la mère dira, pendant la thérapie, c'est Pauline qui m'a sauvé la vie. Je pense que si je ne l'avais pas eu, même la présence de mon mari n'arrivait pas à me faire sortir de ma mélancolie, et c'est à elle que je dois la vie. C'est à elle que je dois d'avoir réussi à avoir une vie comme les autres, à investir mon travail, à avoir d'autres enfants, et elle m'a sauvé de la déréliction. Une chose qui m'interpelle, c'est que la sœur du père s'appelait Pauline, s'appelle toujours Pauline d'ailleurs, et qu'ils ont donc appelé leur fille Pauline. Et lorsque je dis au père avec un air un peu étonné, mais vous savez, c'est assez rare dans une famille qu'on appelle un enfant du nom de sa sœur. À ce moment-là, il me regarde, vous savez, genre les psys, vous avez toujours des idées bizarres dans la tête. Je l'ai appelée Pauline parce que je trouve que Pauline, c'est un joli prénom, point. On n'avait rien à y dire. Mais enfin, on voit évidemment le poids que Pauline porte sur ses épaules et la force de l'emprise familiale, mais c'est au-delà de l'emprise de ses parents, c'est l'emprise d'une histoire dont les parents eux-mêmes ont du mal à se défaire, et qu'elle est au centre de cette emprise en sauvant à la fois son père et sa mère, en étant très fortement identifiée à sa tante, et en étant très fortement identifiée par la mère à celle qui allait la sortir de sa mélancolie. Donc, c'est à partir de cette histoire, pour vous montrer à quel point Pauline était investie
dans cette relation familiale, dans ces relations familiales, c'est que sa jeune sœur de 2 ans de moins qu'elle, n'en pouvant plus de toute cette place que prend sa sœur, qu'elle prenait déjà avant, mais qu'elle prend encore plus maintenant qu'il s'agit de la sortir de sa radicalisation et de son discours stéréotypé, eh bien, fait une tentative de suicide. Petite tentative de suicide, si tant est qu'il y a des petites tentatives de suicide. En tout cas, elle avale des médicaments, elle se retrouve aux urgences et elle sort le lendemain de l'hôpital. Et moi, j'avais reçu un coup de fil de l'interne des urgences pour me dire, voilà, on a cette jeune fille que vous connaissez, on sait que vous allez recevoir la famille dans une semaine, donc on voulait vous alerter sur le fait qu'elle avait fait cette tentative de suicide. Et je reçois la famille une semaine après, et à aucun moment, la famille ne mentionne la tentative de suicide. C'est-à-dire que tout tourne, encore une fois, autour de Pauline, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle n'a pas dit, le risque qu'elle fasse une fugue, etc., etc. C'est-à-dire que rien ne peut détourner l'attention des parents de Pauline, qui est complètement engrammée, enquistée dans leur relation, même la tentative de suicide de la sœur. Bref, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de cette thérapie, on n'aura pas le temps, mais ça date, j'ai suffisamment de recul maintenant, puisque ça date d'il y a 5 ans, et que petit à petit, Pauline s'est réaffiliée à sa famille, s'est réaffiliée aux valeurs qui étaient les siennes et qui avaient été un peu tordues par le discours radical. Elle a suivi des études d'éducatrice. Aujourd'hui, de temps en temps, elle me donne de ses nouvelles. Elle est devenue éducatrice spécialisée, elle s'occupe des autres et elle va tout à fait bien. Dans une autre famille, très, très brièvement, là, en quelques minutes, mais pour illustrer aussi cette question, Jamel est le fils d'une femme française de famille catholique, laïque, etc., et d'un père algérien que sa mère épouse contre l'avis de ses parents, mais un père algérien aussi tout à fait laïque dans sa pratique de la religion, mais venant d'une famille extrêmement religieuse, une famille en Algérie, famille qui s'oppose aussi à son union avec cette femme française catholique. Ils sont donc tous les deux un petit peu en rupture avec leur famille autour de cette question de l'adhésion religieuse, alors que tous les deux se définissent comme laïcs. Et le père appelle tout de même son fils Jamel, qui est le prénom de son grand-père, bien qu'il soit assez en rupture avec eux. Et malheureusement, le père meurt, là aussi, d'un accident, lorsque Jamel a 3-4 ans. Et Jamel est élevé seul avec sa mère, avec qui il noue une relation extrêmement forte, d'une mère seule avec un adolescent seul. Il devient un petit peu le petit mari de sa maman. Mais sa mère rencontre un homme lorsque Jamel a 8-9 ans, un homme qui a déjà 2 filles, et donc ils font une famille recomposée. Et c'est là que tout commence évidemment à se gâter. Jamel ne supporte pas ce rival auprès de sa mère, s'oppose tant qu'il peut à son beau-père. La greffe familiale a beaucoup de mal à prendre. Jamel se désintéresse des 2 jeunes fausses sœurs qu'il a à l'intérieur de la famille. Les disputes montent énormément, s'enveniment énormément entre le beau-père et Jamel. Et puis, la mère, évidemment, défend son fils, donc ça empêche ce couple d'avoir une relation un petit peu plus harmonieuse. Bref, tout va mal. Et puis, un jour, tout change. Jamel qui commençait à rentrer dans la délinquance, le trafic de drogue, etc., qui commençait à avoir des rapports avec la police, eh bien, devient un adolescent extrêmement gentil, extrêmement doux. Il se laisse pousser la barbe, il fréquente la mosquée et petit à petit se convertit et s'affilie de plus en plus à un islam de plus en plus rigoriste.
islam de plus en plus rigoriste qui le met petit à petit en relation avec, là aussi, des rabatteurs de l'État islamique et de Daesh, avec le projet, éventuellement, et ça commençait à arriver, de commettre un attentat. Et c'est là, à partir de là, qu'il est repéré comme radicalisé auprès de la préfecture. Mais en quelques mots, ce qui est intéressant dans l'histoire de Jamel, parce que c'est quelque chose qu'on va voir chez beaucoup de jeunes qu'on reçoit autour de la question comment dire, de la façon dont ils se relient à un islam fantasmé, à un islam un islam salafiste fantasmé qui n'est pas celui qui leur a été transmis dans leur famille, qui est quelque chose qui vient rencontrer chez des jeunes en mal d'identité, c'est-à-dire ce jeune homme qui est malmené dans ses relations familiales actuelles, et je dirais dans une problématique oedipienne actuelle, va se raccrocher à une histoire fantasmée autour de cette question de l'islam qui est celui de son grand-père dont il porte le prénom. Et il va se forger une identité de substitution autour de cela qui n'a rien à voir avec son histoire. Donc, qui va rejoindre ce qu'on voit chez beaucoup de jeunes, c'est-à-dire une blessure, et ça, Fethi Ben Slama en a très très bien parlé, qui est infligée à l'idéal islamique. D'autant que dans la plupart des contrées colonisées, les musulmans sont passés de la position de maître à celle de subalterne dans leur propre pays. La sécularisation a entraîné le passage de sujet de la communauté à sujet social. Et c'est au fond cet idéal du sujet de la communauté, c'est-à-dire cet idéal communautaire que ces jeunes musulmans vont chercher à retrouver, qui était un petit peu l'idéal communautaire de leurs ancêtres, d'une certaine façon, que ces jeunes vont chercher à retrouver, mais malheureusement, à travers cette communauté extrêmement transformée, on pourrait dire, qu'est cette communauté de Daesh. Et que cette espèce de tourment intérieur dans lequel ils sont, c'est-à-dire entre cet ennemi extérieur qui est représenté par le colon, le français d'une certaine façon, l'occidental, et cet ennemi intérieur qui est ce membre de la communauté fantasmée, et bien de quelle façon ils vont pouvoir résoudre ce conflit intérieur. Et pour résoudre ce conflit intérieur, eh bien, ça peut être chez un certain nombre d'entre eux dans cette affiliation à cet idéal islamiste. Donc, j'ai voulu vous donner ces deux situations parce qu'il y en avait une qui était un peu proche de ce qu'on a vu chez toutes ces familles autour des questions de conversion, mais liées à cette conflictualité familiale et cette emprise familiale extrêmement forte. Et dans le cas de Jamel, quelque chose qui rejoint, qui est à la fois évidemment à voir avec sa famille, mais qui rejoint aussi tous ces tourments et toutes ces questions de ces générations issues des pays arabes, et pour qui la question de l'appartenance communautaire à travers l'appartenance religieuse se pose avec beaucoup d'acuité. Alors, une question pour vous, Serge Effez, de Cyril. Faut-il forcément qu'il y ait une emprise familiale pour qu'il y ait ensuite une emprise radicale? A implique B, B n'implique pas forcément A. C'est-à-dire que moi, ce que je peux dire, c'est que dans toutes les familles qu'on a reçues, cette question de l'emprise était extrêmement présente. Maintenant, on n'a pas reçu toutes les familles radicalisées et qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à la radicalisation. Et que ce qui a créé une sensation de cacophonie, me semble-t-il, autour de cette question de la radicalisation toutes ces dernières années, c'est que chacun a sa grille de lecture par rapport à ça. Moi, ma grille de lecture, c'est cette grille familiale, encore une fois, mais c'est très très loin d'être la seule. Il est clair que je n'ai pas reçu la famille de Mohamed Merah, par exemple, dont la mère disait à quel point elle trouvait que ce que faisait son fils était merveilleux, et dont la sœur disait que son frère était un héros.
hein. Donc, il y a évidemment d'autres parcours qui mènent à cette question de la radicalisation. C'est un petit peu tautologique, c'est-à-dire que les familles qui s'adressent à nous ou qui sont adressées à nous sont des familles qui sont déjà extrêmement mobilisées autour de cette question de la radicalisation, donc qui potentiellement sont des familles pour qui les mécanismes d'emprise vont être évidemment plus présents. Faites-vous la différence entre radicalisation et radicalisation violente? Voilà, c'est toute la question que je posais au départ, parce qu'elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. On a vu beaucoup de jeunes qui potentiellement pouvaient devenir violents, qui avaient cette possibilité, mais qui ne l'avaient pas été. Alors, c'est vrai que, bon, on peut pas tout parler, je ne peux pas tout exposer comme ça dans un exposé de 40 minutes, mais bien évidemment, la question psychiatrique aussi se pose chez un certain nombre de jeunes. Hein, la question de la fragilité psychiatrique qui n'est pas la même chez tous. Et plus la fragilité psychiatrique est présente, plus la possibilité de passage à l'acte est aussi présente. Moi, je garde en mémoire un jeune dont on s'occupait et qui était en plus un jeune connu du service parce qu'il était suivi en psychiatrie de l'enfant quasiment depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Donc on connaissait sa fragilité. Et puis un jour sa mère s'est convertie, puis sa mère s'est radicalisée et il a disparu de nos écrans radars. Et il nous est revenu par l'intermédiaire de la préfecture alors qu'il avait été arrêté au moment où il s'approchait d'un agent de police devant un commissariat avec un couteau à la main. Bon, vous voyez, c'était quand même, on était là dans la dimension du passage à l'acte. Et ce jeune homme nous raconte qu'il avait un monsieur très gentil au téléphone qui lui expliquait qu'il devait prendre un couteau pour aller tuer un policier parce que tous les policiers étaient méchants et qu'ils étaient contre les musulmans, etc. Et que ce policier donc serait contre sa mère et contre lui. Et donc, il a pris ce couteau et puis arrivé devant le commissariat, il a regardé l'agent de police, il a regardé son couteau et il s'est dit « Mais je ne vois pas pourquoi je tuerais cet homme qui a l'air si gentil. » Il est allé lui donner son couteau en lui disant « Voilà, monsieur, j'étais venu avec l'idée de vous tuer, mais finalement, je ne vais pas le faire. » Alors, voyez que là, on est dans une autre dimension, et dans cette dimension psychiatrique, dans cette fragilité psychiatrique dans laquelle est ce jeune homme depuis toujours, eh bien, il y a tout un tas d'autres passages à l'acte qu'on a beaucoup repérés tous ces derniers temps, qui sont des jeunes qui ne sont pas réellement radicalisés au sens propre, c'est-à-dire qui ne sont pas rentrés dans l'endoctrinement à proprement parler, mais qui ont eu le cerveau retourné en 2 coups de cuir à peau, parce qu'ils sont déjà parano à l'intérieur d'eux, ils ont déjà une vision paranoïaque du monde. Donc, c'est pas très difficile de leur faire adhérer à un discours paranoïaque en désignant l'ennemi. Laouache Boulel à Nice, Omar Mateen à Orlando, là, qui est tourmenté par son homosexualité et qui a fini par tirer sur tout le monde dans une boîte gay parce que quelqu'un lui avait dit que c'était les représentants du diable. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'une radicalisation islamiste à proprement parler, il s'agit d'une radicalisation violente très rapidement obtenue à partir d'une paranoïa interne. À partir de cette réflexion sur l'emprise, comment orientez-vous le travail thérapeutique ? C'est un travail avec lequel on est très habitué avec les familles, hein, parce que la question de l'emprise, ce n'est pas que dans les familles radicalisées qu'elle se pose, bien loin de là, et que je dirais qu'elle se pose même assez fréquemment et majoritairement à des degrés divers pour toutes les pathologies de l'adolescence. Donc, c'est l'intérêt du travail familial, c'est-à-dire, c'est qu'on travaille sur le lien. Le travail sur le lien, c'est un lien charnel en séance, c'est-à-dire que c'est leur faire sentir la façon dont ils sont reliés et l'éprouver de ces liens pendant la séance. C'est quasiment même augmenter paradoxalement la puissance de ces liens qui les unit pour que ça devienne tellement étouffant qu'il faut qu'eux-mêmes trouvent des solutions pour pouvoir se dégager petit à petit les uns des autres. C'est-à-dire que plus ils sentent la force et la puissance du lien en séance, qui est encore une fois largement accentuée par le travail des thérapeutes, plus l'étouffement qu'ils en éprouvent et la nécessité de se dégager
se fait sentir. C'est un petit peu abstrait dit comme moi, c'est plus clair effectivement quand on montre des extraits, quand on décrit des extraits de séances dans lesquels ce travail a lieu, mais il faut bien voir que le travail systémique, c'est vraiment le travail sur le lien beaucoup plus que ce que sur chacun a dans la tête et ce que chacun comprend de la situation. Je sais, Serge Fès, que vous avez une affinité particulière avec l'école de Rome. Comment on a là le public du CIRFA qui est avec nous, on peut un peu rentrer dans des détails d'approche systémique, donc l'école de Rome qui questionne les rôles et protège les personnes. J'ai l'impression que ça rejoint ce que vous étiez en train de développer. Est-ce que vous pourriez poursuivre un peu sur ces points techniques? Bon, l'école de Rome, c'est effectivement là que j'ai été formé et là que mon cœur est toujours adressé. C'est effectivement avec eux qu'on a appris ce travail émotionnel extrêmement fort en séance et puis surtout, effectivement, de faire la différence entre un individu et sa fonction dans le groupe et sa fonction systémique. C'est-à-dire qu'ils nous apprennent à voir l'individu comme un peu dédoublé, et ça c'est vrai pour tout le monde, entre la place, le rôle qu'on occupe dans son groupe familial et on pourrait dire sa vraie personne, son vrai soi, son vrai moi, enfin comme vous voulez, c'est un petit peu vague, mais enfin disons la façon dont le jeu se décolle un petit peu de son rôle et de sa fonction. C'est par exemple ce que tout un chacun peut éprouver. Là, ça va être les fêtes de Noël, si elles sont lieu, si elles ne sont pas confinées, vous retournez dans votre famille d'origine, vous voyez vos parents, vos frères, vos sœurs, et tout à coup, vous êtes quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous redevenez un peu l'adolescent que vous avez été. La force du groupe fait que vous occupez une place et un rôle qui est un peu vous, mais pas tout à fait vous, parce que dans l'apprentissage de la vie et de votre autonomie, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Et que c'est cette force du groupe qui n'est pas la force d'une personne, c'est l'emprise d'une groupe, pour dire les choses, qui vous remet dans cette position et dans cette fonction et dans cette place émotionnelle. Donc, dans les familles dont vous faites partie, j'espère et je vous souhaite que l'emprise, c'est une douce emprise, et c'est la douce emprise de l'amour et pas celle de la passion. Donc, voilà, vous vous y retrouvez entre les deux, même si ça peut provoquer des rages parfois et des colères extrêmement fortes. Mais lorsque l'emprise est très puissante et la passion familiale extrêmement forte, eh bien, on ne peut pas décoller de cette fonction, et c'est le travail thérapeutique qui va apprendre à dissocier l'individu de sa fonction. Puisqu'on parle de ça, je fais un petit message, vous êtes peut-être au courant ou peut-être pas, on a perdu hier une grande figure de la thérapie familiale qui est Moni El-Kaïm, qui est décédé vendredi et qui est aussi quelqu'un auprès de qui on a tous beaucoup appris et qui avait aussi un savoir-faire, même si ces descriptions théoriques n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles de l'école de Rome, mais en tout cas sur la façon dont on touche émotionnellement quelqu'un dans une famille pour le faire sortir de son rôle familial. Serge Fès, là vous parliez des fonctions que chacun peut occuper dans son système familial ou dans tout système. J'ai été frappé là, au cours de cette journée, donc vous avez parlé de Jamel et de Pauline qui, si j'ai bien compris, portaient chacun le prénom d'un ascendant. Nous avons présenté ce matin la situation de Jeanne qui portait le prénom de sa grand-mère. Donc, on voit que la question du mandat familial, la place à laquelle est mise le jeune, a une certaine importance. Est-ce que vous voudriez développer cette question du mandat intergénérationnel? Je regrette de ne pas avoir pu entendre ce matin votre vignette clinique. Mais en tout cas, la question du mandat, et on est tous mandatés évidemment inconsciemment dans nos familles à une certaine place, ne serait-ce que parce qu'on est l'aîné ou le cadet ou un garçon ou une fille, etc. La question du mandat, lorsqu'elle devient justement, comment dire, comme un ordre et non pas comme une proposition, eh bien, à ce moment-là, c'est la première emprise à laquelle un jeune, un enfant, après sa naissance et encore plus au moment de l'adolescence, va être soumis. Parce que l'adolescence, c'est un conflit de loyauté. Chez tous les adolescents, un conflit de loyauté entre les valeurs internes de la famille et les valeurs externes auxquelles il a envie de s'affilier et qu'il va rencontrer. Et que pour que ce conflit de loyauté ne soit pas, puisse se résoudre et
eh bien, il faut bien évidemment que la loyauté intrafamiliale ne soit pas trop contraignante. Or, lorsque ce mandat familial est surpuissant, eh bien, on voit bien que la désaffiliation ne peut pas s'opérer. Et ça, c'est vrai chez tous les adolescents, et c'est vrai chez tous les adolescents chez beaucoup d'adolescents qui expriment une psychopathologie de l'adolescence qui a à voir avec les questions d'autonomie. L'anorexie mentale, par exemple, c'est typiquement une pathologie de l'adolescence qui est l'impossibilité de sortir de sa famille. Je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse. Nombre des jeunes suivis auraient le profil pour être recrutés et embrigadés. Qu'est-ce qui les empêche finalement? Est-ce la délinquance qui leur offre une autre voie? Point d'interrogation. Alors, ça peut être la délinquance, effectivement, parce que qui dit délinquance dit appartenance à un groupe délinquant. C'est-à-dire qu'ils vont trouver dans le groupe marginal, dans le groupe toxico, par exemple, ou dealer, ou dans le groupe qui commet des infractions diverses, ils vont trouver une appartenance. Et ils vont trouver une loi d'appartenance. Ils vont trouver une loi du milieu. C'est-à-dire ils vont trouver quelque chose qui les rassemble autour de rituels partagés, les rituels délinquants, et autour d'une loi qui est la loi du milieu, qui est qu'il y a un chef, il y a une hiérarchie, il y a des normes qui sont celles du milieu délinquant. Donc finalement, ils vont trouver dans cette autre appartenance quelque chose que peut-être ils auraient trouvé dans l'embrigadement sectaire. Alors, je veux dire, c'est après coup qu'on voit ces choses-là. Moi, je crois quand même beaucoup au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des bifurcations par moment qui sont liées à des rencontres, qui sont liées à une rencontre amoureuse, qui sont liées à la rencontre d'un groupe, qui sont liées à un événement qui se produit dans votre existence et qui fait qu'on bifurque. Donc, je ne sais pas si on peut dire a priori que tel jeune va plutôt avoir un parcours délinquant ou plutôt un parcours d'embrigadement. A posteriori, on le voit, mais a priori, ça me paraît difficile de savoir. Pauline, par exemple, dont je vous ai parlé, au fond, à 15 ans, elle aurait pu tomber passionnément amoureuse d'un de ses copains de classe, s'adonner totalement à cette passion-là et pouvoir se dégager un peu de sa fonction familiale à travers cette rencontre. Ça aurait été beaucoup plus banal. C'est en général ce qui se passe pour la plupart des jeunes. Il se trouve qu'elle a fait cette rencontre-là qui l'a amenée ailleurs. Deux choses. C'est donc le sujet du conflit de loyauté va être tout à fait au cœur de ma présentation tout à l'heure. Donc, je ne vais pas m'y avancer pour le moment. Par contre, ce que j'ai réalisé en écoutant votre présentation, c'est en fait tout le sujet donc, de la question de l'autonomisation à l'adolescence, qui est un des chapitres sur lesquels je m'étais engagée dans d'autres présentations que je n'avais pas prévues ici par rapport à la thérapie contextuelle. Et je me demande si je ne vais pas retoucher un peu plus ma présentation en fonction de ce que j'ai entendu pour entrer justement dans un dialogue au sujet de cette partie de la question donc du rapport entre autonomisation du jeune et loyauté familiale, que j'avais, je crois que je me suis, au point de vue technique, je me suis rendu compte que j'ai très raccourci ma présentation avec la peur de ne pas avoir de temps, et je réalise maintenant qu'en fait, ça sera possible. Donc, ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait d'entrer dans un dialogue. Si, Serge, vous avez la patience de rester en ligne pour la suite, je ne sais pas par rapport à vos fonctions actuelles, je ne sais pas, est-ce que je peux vous poser la question, est-ce que vous allez pouvoir entrer, parce que c'était l'idée, ça aurait été d'entrer peut-être dans des dialogues après ma présentation, mais je ne suis pas du tout sûre que vous ayez le temps de vous y consacrer. Oui, ce qui va être probablement justement important, peut-être j'essaie de l'attraper assez vite, c'est cette notion de loyauté qui libère, finalement. C'est la question de savoir comment on peut penser à la loyauté familiale d'une manière qui soit constructive, qui soit positive, qui soit une source de définition du soi qui permette l'autonomie plutôt qu'une loyauté emprise. Parce que finalement, vous parlez d'emprise familiale, on peut parler de loyauté dans la version emprise, par exemple, de l'exigence de la loyauté sous des formats extrêmement définis et paralysants. Et le renversement du point de vue de la thérapie contextuelle de ce type de situation serait en fait
d'offrir aux jeunes, dans un dialogue avec la famille, des termes de loyauté qui satisfont la loyauté familiale tout en laissant la place aux jeunes à faire des choix individuels. Et donc, si on veut, on peut dire en 3 phrases que, en fait, ce qu'on oublie, c'est que la monnaie par laquelle on paye sa loyauté familiale est une monnaie variable. Elle peut être de l'euro, elle peut être du dollar. Et dans ce sens-là, le rôle du thérapeute, c'est justement d'essayer de mobiliser la famille et le jeune à trouver des termes de loyauté qui soient libérateurs au lieu d'être entravants. Je suis absolument d'accord avec vous, c'est-à-dire que la loyauté n'est absolument pas un terme négatif, bien au contraire. Puis c'est un très joli mot, loyauté, d'être loyal à des valeurs, à une histoire, etc. C'est évidemment quelque chose qui porte, quelque chose qui est une colonne vertébrale. Le problème, c'est le conflit de loyauté, c'est-à-dire c'est être confronté à 2 loyautés antagonistes et que ces 2 loyautés se trouvent en conflit et que ça soit indécidable pour le jeune. Ça se voit depuis les événements les plus banals, comme le divorce de ses parents, ou avec 2 parents qui se tapent sur la figure et qui cherchent chacun à accaparer le jeune dans sa version de l'histoire, qui est qu'il a été la victime de l'autre, par exemple, et que ce conflit de loyauté à un père qu'on aime, à une mère qu'on aime, on voit bien comment ça peut faire disjoncter un certain nombre de jeunes, et ça va, à travers ces histoires de radicalité, beaucoup plus loin dans les questions de loyauté et de valeurs, d'appartenance, d'histoire, qui sont beaucoup plus, qui ont une dimension aussi beaucoup plus inconsciente, et beaucoup plus sociale, et beaucoup plus globale, et là, c'est encore plus indécidable. Vous avez approché plusieurs fois dans votre présentation le thème de la culpabilité. Vous avez parlé d'idées suicidaires, de tentatives de suicide. Tout à l'heure, Christine évoquait la délinquance qui peut être parallèle ou une alternative à la radicalisation. Est-ce que vous voudriez développer ce thème de la culpabilité qui apparaît aussi dans votre livre, le traitement familial de la culpabilité et la culpabilité chez la personne radicalisée? La culpabilité, c'est l'expression la plus forte et la plus aboutie de l'emprise. C'est-à-dire, la culpabilité, c'est un conflit de loyauté qui ne se résout pas et où donc on maintient les 2 termes du conflit à l'intérieur de soi en ayant le sentiment qu'on ne fait jamais bien. C'est-à-dire, puisque on garde les 2 termes et qu'on n'en résout aucun, d'une certaine façon. Donc, la culpabilité, c'est celle de l'adolescent qui se sent toujours en faute et qui se sent toujours dans une mauvaise position par rapport à chacun de ses 2 parents. Et effectivement, cette question de la culpabilité, elle est du coup extrêmement présente. Et elle se résout de façon paradoxale. C'est-à-dire, la culpabilité de l'adolescent, la culpabilité de Pauline ou la culpabilité de Jamel, qui serait si je m'éloigne de vous, si je fais un petit pas de côté pour m'engager dans ma vie d'adolescent et de jeune adulte, je vous trahis. Je vous trahis parce que vous avez besoin de moi et que vous ne pouvez pas vivre sans moi. Eh bien, comment résoudre cette trahison et la culpabilité qui est liée à cette trahison? Eh bien, la tentative de résolution à travers l'engagement sectaire ou l'engagement djihadiste est une façon paradoxale de résoudre cette culpabilité. C'est-à-dire que ce que promet justement le discours sectaire, le discours djihadiste, c'est un discours totalitaire, c'est un discours totalisant. Donc c'est un discours qui efface tous les contours antérieurs, aussi bien physiques, à travers le voile, que la spécificité de l'histoire de chacun et des engagements affectifs, émotionnels, relationnels de chacun. Donc tout est effacé, tout est gommé. Le terme principal de l'embrigadement djihadiste, c'est la régénération.
c'est la purification. De quoi on est régénéré, de quoi on est purifié? Eh bien, de tout le mal qu'on a pu commettre antérieurement. Alors, effectivement, il y a ceux qui ont réellement commis du mal. Je pense à un adolescent dont je parle aussi dans ce livre et dont on s'est beaucoup occupé, et qui est un adolescent qui avait commis des abus sexuels, et notamment des abus sexuels sur sa sœur lorsqu'il était plus jeune, et qui en avait une culpabilité extrêmement intense. Et la première chose qui l'a captivé dans le discours djihadiste, c'était la promesse de régénération et de purification par rapport à ce qu'il avait commis, c'est-à-dire la sortie de la culpabilité. Ce que j'aimerais dire justement, c'est qu'en fait, cette discussion, de mon point de vue, elle est difficile à étayer sans justement poser certains jalons de la thérapie contextuelle, en particulier sur une différence entre la culpabilité psychologique, la culpabilité existentielle qui a été abordée par exemple par Boubert. Donc on arrive dans un sujet qui devient un petit peu artificiel de répondre maintenant. Par contre, ce qui est en fait, je vais aller dans le parallèle, c'est sûr qu'on appelle tout ce qui est la question de la loyauté clivée, et en fait des issues de sortie, parce que je vais le présenter tout à l'heure, mais le conflit de loyauté est une situation qu'on expérimente tous, qui est absolument inhérente au fait qu'on est dans toutes sortes de relations et que les gens qui nous entourent ont des attentes variées par rapport à nous. Donc le conflit de loyauté, c'est on pourrait dire du pain quotidien. Pour nous en tant que personne, pas du tout en tant que patient, etc. Par contre, le clivage de loyauté devient un autre sujet beaucoup plus, alors qu'il y a des conséquences graves ou des conséquences relationnelles extrêmement importantes. Et justement là, je crois qu'on va dans la même piste, je vais dans la même piste que Serge Lefebvre, c'est justement là que la possibilité d'entrer dans un groupe absolu, qui réclame une loyauté absolue, peut être une issue de sortie à la question du clivage de loyauté plutôt que la question des conflits de loyauté qui sont parfois inévitables. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais reprendre tout à l'heure. Plusieurs auditeurs sont très intéressés par vos développements sur l'emprise. Ils aimeraient savoir si vous avez publié des articles ou si vous pouvez leur recommander des ouvrages sur ce thème de l'emprise de façon générale, au-delà du livre « Je rêvais d'un autre monde ». Les théorisations sur l'emprise groupale et l'emprise familiale, elles sont très intéressantes du côté des... Alors, je trahis les systémiciens qui m'en excusent, mais du côté des thérapeutes familiaux psychanalytiques. Hein, je pense à René Caès, je pense à Didier Anzieux, qui ont beaucoup développé dans leurs écrits sur la famille cette question de l'emprise. Et cette question de l'appartenance je dirais les diverses modalités d'appartenance au groupe familial. Donc j'inviterai monsieur ou madame Pemjean, je ne sais pas, à aller chercher de ce côté-là, du côté de ces auteurs-là.